Et finalement, nous avons un rapport au monde qui est complètement déséquilibré. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le continent africain, en fait, vous avez un rapport asymétrique. C'est-à-dire, nous sommes, et l'Occident a aussi un rapport asymétrique par rapport à nous. En fait, nous regardons vers l'Occident, en fait, vers le nord. Et en fait, nous ne regardons pas dans le sud les capacités, en fait, de transversalité. Voilà. Voilà. Il y a peu de gens qui voyagent sur le continent africain. Voilà. Ils sont, quand ils vont en vacances, ils vont forcément en Europe. Voilà. Mais les gens ne vont pas voir l'île de Gorée, ils ne vont pas voir du côté de Cape Coast les traces de notre propre histoire. Ils ne vont pas voir toutes les beautés qu'il y a sur le continent. Voilà. Donc, ensuite, je pense que vraiment la connaissance de l'histoire, mais là je vous renvoie à Cheikh Anta Diop, à Joseph Kizerbo, ça nous permet de retrouver le sens de notre propre vie. En fait. Ensuite, je crois qu'il nous faut exercer une pression en fait, qu'on pourrait appeler utopique, c'est-à-dire qui nous renvoie à une forme d'espérance par rapport au futur. Donc, exercer une pression utopique constante sur tout ce qui tire l'Afrique vers le bas, résister, désobéir. C'est ce que j'appelais dans mes affirmations sous la forme de questionnement, la capacité de pouvoir dire non là où tout le monde dit oui en fait. Hein? Et pouvoir donc désobéir par exemple à l'arrogance de ceux qui continuent à faire des Africains des esclaves. Je ne vais pas m'étendre sur cette question, mais je fais partie de ceux qui critiquent avec, j'ai envie de dire, de manière violente le discours que Macron a eu à Ouagadougou en fait, et notamment ce qu'il a dit par rapport à la politique qu'il veut mettre en place par rapport à la jeune fille africaine. Je pense que c'est une autre manière en fait de coloniser à nouveau le continent africain. Et il faut qu'on soit suffisamment vigilant pour savoir que ce type de discours-là est habillé d'une forme d'idéologie, en fait, qui n'est pas forcément, à mon avis, ce qui va contribuer au développement de notre continent. Donc il nous faut vraiment résister donc, à tous ceux qui continuent à faire de nous des esclaves, des hommes sans initiative, sans projet, résister, désobéir, mais surtout travailler à donner aux jeunes une visée, un horizon, un cap qui donne la possibilité de mener des actions concrètes qui puissent peser sur le cours de l'histoire. En d'autres termes, je considère que l'histoire, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais c'est ce qui entre en ligne droite avec notre capacité de... Je pense qu'il faut travailler en fait l'histoire, qu'il faut forger l'histoire, qu'il ne faut pas se laisser faire en fait. Et que c'est de cette manière-là que nous allons contribuer à construire. Je veux dire qu'il y a eu par exemple des événements assez récents dans l'histoire de l'Afrique qui auraient pu pousser notre continent à résister par rapport à l'Europe. Exemple, dans tous les continents, il y a des grands rassemblements, des grands pôles qui se mettent en place, parce qu'on sait que de manière isolée, on ne peut pas s'en sortir. L'Europe est au cœur de l'Union européenne, les pays asiatiques se rassemblent, le continent africain est habillé évidemment d'une structure qu'on appelle l'Union africaine, mais vous regardez bien que dans le concret, nous continuons à être totalement divisés et à ne pas être capables de mettre en commun nos ressources pour pouvoir nous propulser. Et je pense que pour le faire, nous n'avons pas le choix, il faut qu'il y ait une forme de résistance par rapport à l'Occident. Et ça, on n'arrive pas encore à le faire. Enfin, je pense qu'il y a un gros travail de construction de notre mentalité, ce qu'on appelle la décolonisation épistémique, épistémologique, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a obligés à croire, en fait, il faut qu'on travaille à déconstruire cela. C'est-à-dire, on nous a dit qu'on n'était pas bien, mais qu'on dise aux gens, non, en fait, nous sommes bien. Voilà. On a dit qu'on n'était pas capable, en fait, qu'on dise que nous sommes capables. Et nous avons la chance parce qu'il y a un courant très fort aujourd'hui autour des gens comme Felvin Sarr, Achille Mbembe, qui travaillent fortement sur cette affaire-là de décolonisation des esprits. Vous sentez bien, quand vous regardez du côté des intellectuels occidentaux,
qu'il contribue à une forme de résistance et de critique par rapport à ce courant en disant non, en fait vous revenez en arrière, sachez que le monde c'est la mondialisation, c'est l'universalité, etc. Mais en réalité, en fait, c'est le particulier qui permet à l'universel d'exister. Il n'y a pas un universel qui vient s'imposer à tout le monde. Voilà. Et il faut qu'on soit suffisamment vigilant pour ne pas nous laisser, j'ai envie de dire, englober, distraire dans un moule à la mondialisation actuelle ou à une forme d'universalisme que l'Occident essaie de défendre, mais en réalité qui ne permet pas à des continents qui ont des spécificités de pouvoir les exprimer. Enfin, la valorisation de soi va passer par les cultures, la valorisation de nos langues, de nos religions, de nos mythes, de nos symboles, qui permettent de redonner de la confiance. Et voilà, vous savez, même aujourd'hui, quand vous avez même en politique, des gens qui font des grands discours et qui font référence à des symboles, à des proverbes africains, ça touche les gens. Et les gens se sentent vraiment là-dedans parce que ça les renvoie à leur propre origine. Donc nous avons besoin d'apprendre à prendre soin de nous-mêmes et à éprouver de la compassion envers nous-mêmes. Donc s'aimer soi-même, ce n'est pas haïr les autres. On ne fera jamais que les gens s'aiment eux-mêmes en cultivant la haine de l'autre. Ça veut dire que la question de l'estime de soi n'est pas une manière de repousser les autres. Mais ça veut dire que si je veux véritablement rencontrer les autres, il faut que je puisse m'aimer moi-même. Et c'est dans ce sens-là que depuis une dizaine d'années, avec le voyage d'intégration que nous organisons, nous essayons en fait de donner la possibilité aux jeunes de cultiver cet amour de soi. Voilà. Par exemple, depuis 2009, vous avez plus d'une centaine de jeunes qui ont eu l'occasion de voyager dans l'espace ouest africain. Ils sont allés au Sénégal, ils sont allés au Mali, ils sont allés au Bénin, ils sont allés au Ghana, ils sont allés au Burkina. Et en fait, quand on fait une évaluation de ça, on voit bien que les jeunes nous disent, mais finalement, c'est grâce à ces espaces-là que finalement, moi j'ai pu découvrir le continent et je me réalise qu'en fait, il y a des richesses énormes sur ce continent-là, que mon avenir n'est pas forcément en France ou en Allemagne, mais qui peut être à Dakar, il peut être à Bamako, il peut être à Cotonou, il peut être à Lomé, etc. etc. Voilà, donc je vais m'arrêter là en disant que la négation de soi apparaît comme un facteur qui contribue à l'appauvrissement chez l'Africain de toutes ces potentialités permettant de participer au développement du continent. Et d'ailleurs, on sait que en mettant en place la structure autrefois par notamment Abdoulaye Wade, ensuite l'ancien président d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, et puis je pense qu'il y avait un autre de l'Afrique du Nord qui ont mis en place la question du NEPAD. En fait, quand ils mettaient sur le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, en fait, ils disaient qu'on ne peut pas en fait, mettre en place véritablement ce nouveau partenariat-là de développement si nous ne commençons pas par en fait, cultiver l'estime de nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'on reconnaît fondamentalement que la question du développement même doit passer par cet effort-là de retrouver notre propre identité en nous aimant véritablement et en contribuant à faire émerger toutes nos valeurs et de cette manière-là à contribuer nous-mêmes à apporter de la richesse au monde aujourd'hui qui est en crise. Et un des lieux où le monde est en crise aujourd'hui, sous le plan bien sûr éthique, mais la question par exemple de l'environnement et la question de l'écologie par exemple. Personnellement, je pense qu'il faut, pour réussir cette affaire-là, il faut revenir au type de rapport que nous les Africains nous avions par rapport à la nature. Je m'explique. Il y a eu, je racontais ça à Daniel, moi je suis un fils de paysan. Il y a eu, quand on allait dans les fermes, il y a des espaces où notre grand-père nous interdisait d'y aller. Parce qu'on veut aller couper du bois, on veut s'amuser, on veut faire. Et en fait, on nous disait qu'il y a un génie là-dedans. Et que si vous allez vous couper, il y a quelque chose qui va vous arriver. Et en fait, il n'y a pas de génie en fait. Mais la société africaine a imaginé ce fonctionnement pour contribuer à préserver sa nature. On a appelé ça fétichisme, animisme, etc. Et je crois vraiment
que si nous voulons avoir un rapport équilibré aujourd'hui avec la nature, il faut revenir à ce type de ce que l'on appelait animisme, paganisme, parce que véritablement, ça nous fait dire que nous ne sommes pas, comme Descartes a pu le dire, maîtres et possesseurs de la nature, mais qu'au contraire, c'est la nature, excusez-moi, qui nous possède, parce que c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous tient, et si nous n'arrivons pas à comprendre cela, eh bien évidemment, il va y avoir des catastrophes. Voilà, je m'arrête.